Chers tous et chères toutes, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Ce nouveau débriefing fera, comme à l'accoutumée, le tour des questions qui agitent le débat public. Nous ferons également un zoom sur un parti politique, le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD New Look, un relooking signé Henri Mouva Sakani, nouveau secrétaire général nommé il y a tout juste 100 jours. Et vous attendiez qu'il parle et toutes les rédactions, que ce soit de la presse locale et internationale, ont voulu arracher cette interview. Nous sommes les premiers à l'avoir sur notre plateau et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'interview du siècle ou l'interview de l'année. Henri Mouva Sakani, bonjour. Bonjour, Mamina. Professeur d'université, docteur en relations internationales, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, à l'Union européenne avant d'être nommé secrétaire général du PPRD, ministre sous Laurent Désiré Kabila, au transport et communication, aux médias et même porte-parole du gouvernement, auteur de plusieurs publications, dramaturge, metteur en scène, poète engagé à vos heures perdues. Bref, vous êtes l'un des plus grands communicateurs de l'histoire du Congo. Non, c'est trop d'honneur que vous me faites. J'essaye d'être présent là où ça se passe. Voilà. Alors, première question. Pendant ce jour, vous avez écouté, vous avez observé et vous êtes mieux placé aujourd'hui pour nous dire les points forts et les faiblesses du parti. Tout à fait. D'abord par méthodologie, mais aussi par personnalité, par humilité, dans la mesure où ça faisait quand même 6 années que je n'étais plus sur la scène politique congolaise. J'étais donc versé dans la diplomatie. Il fallait, par courtoisie, par rapport aux acteurs politiques que j'ai trouvés sur place, d'être d'abord à l'écoute. Plusieurs fois, nous avons, en tant qu'homme politique, commencé à parler sans savoir exactement quels sont les enjeux de la société, que demande le peuple, comme dirait l'autre. Donc, j'ai essayé d'être le plus à l'écoute possible, de consulter le plus largement possible pour savoir quels étaient les enjeux en jeu, quelles étaient les questions auxquelles il fallait répondre en étant aux commandes du PPRD. Et donc j'ai passé ces 100 jours effectivement à apprendre, à peaufiner, à synthétiser et à dégager finalement une feuille de route sous cette forme que vous avez vue cette semaine et donc ou la semaine passée. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce que je me suis énormément enrichi. J'ai pu refaire mon retard sur la compréhension des éléments de terrain, des éléments d'actualité. Et donc, je suis prêt pour le combat. Vous ne nous avez toujours pas dit les faiblesses et les points forts du parti. Le diagnostic que les gens ont posé ont relevé un certain nombre des faiblesses, comme vous avez dit, dans la marche du parti, liées d'abord à toute œuvre humaine qui, après un certain moment de fonctionnement, a dû encaisser de contre-coups de ses succès ou de dormir sur ce laurier, d'avoir été le plus grand parti du pays, le parti qui est le mieux implanté selon des agences internationales, preuve à l'appui, sondage à l'appui. Puis les enjeux qui évoluent. On peut avoir gagné énormément les précédents championnats, mais il s'avère que l'ennemi apprend souvent de ses échecs. Les autres partis ont certainement appris, les autres partis ont gagné peut-être en importance, et il s'avère que la recette qui marchait hier ne marche plus. Et donc le diagnostic a été parfois implacable sur certaines questions, et j'en ai dégagé donc des enjeux de ces faiblesses, de ces diagnostics-là, pour poser mon pronostic. Et à chaque enjeu, j'ai pu établir un chantier spécifique pour que je réponde vraiment aux questions que m'ont posées mes compatriotes, cadres et militants de base. Et je crois que ma propre intelligence n'est venue que pour coordonner, pour donner un sens, une cohésion, une cohérence à tout ce que j'ai pu récolter des départs et de disséquer qu'est-ce que les gens voulaient au fond d'eux-mêmes. Et lorsque je l'ai rendu devant le bureau politique du parti réuni au siège,
et devant les militants. Je crois que j'ai vraiment répondu à leurs préoccupations. C'est ça le ressenti et le cœur battant des attentes de notre base. Vous avez marqué le coup justement de vos 90 jours et pas des traditionnels 100 jours qu'on connaît comme secrétaire général par un grand oral devant la presse sur les 5 chantiers pour le redressement du PPRD. Un parti impliqué dans les enjeux de la société congolaise. En 2-3 mots, c'est quoi ces 5 chantiers? Il faut comprendre que l'écoute dont il était question, je vous ai dit, c'est par méthodologie, mais aussi par penchant personnel, de devoir d'abord écouter avant d'ouvrir la bouche pour savoir les enjeux de l'interlocution que j'ai avec les interlocuteurs. Mais ce parti est quand même parti d'une philosophie de base de son initiateur. Le chef de l'État a une idée, j'ai eu la chance d'être au premier moment, lorsque se concevait l'idée de structurer nos actions politiques à travers un instrument partisan, donc le parti. Donc j'ai été tout premier, j'ai été antérieurement dans d'autres fonctions politiques et tout. Et donc je connaissais à peu près ce que pensait le président, ce qu'il voulait. Et donc tout ce qui s'est traduit par la suite comme des thèmes de campagne, qui ont concerné d'abord les 5 chantiers pour 2006 et la révolution de la modernité pour 2011, étaient déjà des déclinaisons d'une philosophie politique au départ que j'avais déjà captée. Et donc, il n'y a pas meilleure manière de rendre la philosophie de l'initiateur d'un parti que de s'inscrire dans sa ligne, de plagier s'il le faut. Ainsi, à la racine pivotante de cette action nouvelle, c'est la révolution de la modernité, mais au sein du parti. Je ne suis pas dans les fonctions exécutives aujourd'hui. Et cette racine qui pousse, qui dégage un tronc, plus de branches, cette révolution répond à 5 chantiers qui, à leur tour, répondent à 5 enjeux principaux. Alors, premier chantier, la restauration de l'identité du parti. Voilà. Cette question est revenue, elle était lancinante, elle revenait à tout bout de champ de la part des militants pour qui sommes-nous, qu'est-ce qui fait que nous soyons nous, quelle est notre singularité, qu'est-ce qui nous différencie des autres, qu'est-ce qui fait que nous soyons nous et que eux soient eux. Et donc, là, on revient à la définition classique d'un parti politique, c'est que c'est d'abord sur un fondement idéologique qu'on trace les frontières entre un parti et un autre. Tout regroupement d'hommes politiques, de femmes politiques ne crée pas nécessairement un parti, se pas nécessairement à la quête d'un pouvoir à exercer le plus longtemps possible. Et donc nous avons pensé que la donne idéologique a souvent été oubliée, alors que c'est celle-là qui définit un parti politique, qui lui donne sa substance identitaire. Donc cet enjeu-là est tel que nous avons bâti tout un chantier, on a dégagé tout un semestre des formations idéologiques de tous nos cadres, qu'on revienne aux fondamentaux de notre idéologie comme premier chantier, incontournable, base à partir de laquelle devraient s'ériger toutes les autres actions politiques. Sinon, vous voyez, surtout dans notre pays, des alliances parfois contre nature, parce que l'idéologie n'est pas les soubassements des rapprochements. Il y a même des idéologies tellement incrustées dans chacun de nous qu'elles créent des divisions entre des gens qui sont censés être du même bord politique. Ailleurs, entre la gauche et la droite, c'est vrai, les frontières commencent à s'étioler plus ou moins, à s'émousser, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut que cette grammaire internationale de la lecture des partis politiques soit aussi démise chez nous. Et donc, nous définissons comme de la gauche, du centre-gauche, de la social-démocratie. Et donc, dans l'aéropage politique congolais, il y a certainement des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs de la social-démocratie, du socialisme démocratique, ou de la gauche, l'extrême gauche, ou je ne sais pas quoi. Et donc, les alliances prochaines, les politiques appliquées lorsqu'on est au gouvernement, les lois qui sont votées, doivent avoir cette empreinte d'une idéologie qui est à la base de l'action politique. Et donc, ce chantier est incontournable, le premier et le plus important dans un parti politique. Les autres chantiers viennent après, parce que vous avez déjà constitué les fondements de votre parti, vous avez une identité, vous avez des valeurs que vous allez défendre. Et un parti, c'est aussi une structure qui s'organise, qui s'administre. Là, c'est le deuxième chantier. Le deuxième chantier, c'est l'enjeu de la gestion au quotidien du parti. Vous savez, les partis de gauche ont une grande tradition d'une grande organisation, d'une structuration
méthodique, rigoureuse par rapport à des partis de droite ou des partis intérimaires qui n'apparaissent que lors des élections. Nous avons besoin d'une machine pérenne, permanente, qui fait que chaque jour, nous sommes en train de gérer les besoins des populations. Et mieux, nous avons conçu notre action comme une continuation d'un mouvement des masses, d'un mouvement de libération du peuple congolais, au point de dépasser même l'État, d'en faire un supplétif par moment, mais de dépasser l'action de l'État, parce que les populations, les peuples, lorsqu'ils agissent en politique, ne se contentent pas de laisser à l'État, aux élus, le monopole de l'action publique. Donc, il y a des secteurs où l'État a été défaillant, où l'État a été insuffisant, que nous gérons en tant que peuple, nous nous appelons parti du peuple, et donc vous verrez que nous sommes inscrits dans les enjeux de la société congolaise, et ces enjeux-là ont dégagé ces 5 chantiers. Le premier est d'ordre idéologique, face à l'enjeu idéologique, le deuxième est d'ordre administratif, donc le management du parti au quotidien, comme une organisation rigoureuse, une organisation scientifique de la manière de faire. Troisième chantier, nous sommes dans ce fameux déficit de la communication dont on nous accuse à longueur de journée. Vous avez des communicateurs pourtant? Énormément, et peut-être que nous mourrons d'abondance, de l'infobésité. On a tellement d'informations à donner, tellement de communicateurs, que peut-être parfois la mayonnaise ne prend pas. Mais ce n'est qu'une impression. Et c'est dans le perçu que peut-être on a l'impression que l'on ne communique pas convenablement, alors que nous avons, en tout cas je peux le dire aujourd'hui, les meilleurs communicateurs, nous avons de la meilleure matière, nous avons la meilleure manière, nous avons tous les outils qu'il faut. Mais comment créer de la synergie, de l'harmonie entre tous ces atouts pour que la communication, ce défi-là, cet enjeu de l'enjeu communicationnel soit un atout pour nous et que nous nous posions en pole position face aux autres acteurs politiques qui sont hostiles en tout cas à notre action. Et nous sommes maintenant au 4e chantier qui lui aussi répond à un besoin normal d'un parti qui veut s'inscrire dans la durée, qui voudrait durer plus que ses membres actuels et s'inscrire dans la longévité. C'est l'enjeu économique, c'est l'enjeu de l'auto-prise en charge, c'est l'enjeu de l'autogestion, c'est l'enjeu de moyens économiques qui permettent à un pays, à un parti moderne de pouvoir vivre, de pouvoir survivre sans puiser dans la caisse de l'État, sans s'acharner sur les poches de ses militants, mais faire vivre ses actions sur base d'un modèle économique à inventer, que nous avons inventé, qui devra nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise pour financer les actions là où c'est nécessaire, de capter certains segments d'action publique, d'action populaire, d'action citoyenne là où c'est indispensable, mais avancer pour qu'économiquement il y ait une base qui soit une infrastructure qui commande une superstructure de nos actions politiques. Et donc, si cela se conçoit bien et se met en place de façon convenable, il est fort à parier que les autres chantiers iraient dans la bonne direction. Enfin, nous sommes dans le 5e chantier, nous sommes dans un environnement, dans un contexte où agissent d'autres acteurs. Nous n'avons pas le monopole, autant nous régnons à l'État, autant on devrait nous les régner parce que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir agir dans ce domaine. Donc, nous sommes dans l'obligation d'entrer en contact, d'entrer en harmonie, d'entrer en action avec d'autres acteurs sur la scène interne, sur la scène internationale aussi. Nous sommes dans une grande filière avec nos amis idéologiques, par exemple de la SADC, nous avons des liens avec beaucoup des partis politiques à travers le monde, nous avons un statut d'observateur à l'international socialiste, nous avons un certain nombre d'engagements internationaux comme partisans, mais aussi de la part de notre État. Il y a un standard international sur les droits de l'homme, sur la démocratie, nous sommes un parti de la démocratie, de la reconstruction. Il y a donc des demandes extérieures que nous devons gérer avec d'autres acteurs, et donc c'est créer des ramifications sur la scène interne, avec la société civile, avec d'autres acteurs dans l'enseignement, parce que notre parti voudrait aller au-delà de la simple quête de pouvoir, la quête permanente pour laquelle se créent des partis, mais nous voulons nous inscrire dans l'action quotidienne comme
un élément de résolution de certains enjeux qui touchent à la vie de notre peuple, qui est en fait le propriétaire de ce parti, quoique initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. On revient au deuxième chantier, consolidation du modèle d'administration. Pendant longtemps, on a décrié cette sorte de guerre des clans au sein du PPRD. Non, ce n'est qu'une impression. Au sein d'une classe politique déjà qui a de batailles, la politique est fondamentalement une sorte de continuation de la guerre par des moyens plus ou moins pacifiques, de gérer des conflits, de gérer des distorsions, de gérer des dissensions. Le consensus n'est pas toujours automatique, il se construit. Et donc, pour arriver à une certaine unité de vue, à une unité de direction, il y a un besoin de discussion, il y a un besoin de positionnement. Les hommes politiques, souvent, ils sont très ambitieux et ils ont un ego, dit-on, plus ou moins surdimensionné. Et au nom de cela, il y a des moments où des frictions arrivent. Et c'est bon signe d'ailleurs qu'il n'y a pas de dictature. Donc il n'y a pas la pensée unique qui s'impose à tous. Elle est l'émanation d'un long cheminement qui admet des contradictions, qui admet des mises en commun, des synthèses, des thèses, antithèses qui s'accrochent et qui finissent par créer une certaine évolution. Donc, les clans dont on a péroré longuement sur des questions d'existence des factions, je ne les ai pas vus. Il est vrai que les hommes politiques, en quête de pouvoir, ont besoin de consolider leur image à travers la gestion d'une portion du peuple ou au sein d'un parti. Ça, c'est de bonnes guerres, mais sur l'essentiel, ils sont dans un seul moule. Ils sont donc façonnés par ce moule-là, quoique l'on ne puisse pas effacer complètement les aspérités des uns et des autres, ou leur singularité, l'essentiel étant de faire un tronc commun, une base commune. D'ailleurs, c'est à partir de ces différences-là que le débat dans un parti est possible. C'est à partir de là qu'il y a une évolution, même sur... on n'est pas dans des dogmes, on n'est pas dans l'orthodoxie à caractère religieuse, on est dans un débat avec des citoyens libres qui peuvent avoir des idées divergentes à un moment donné, sans qu'ils ne franchissent la ligne rouge. C'est pour ça l'intérêt de l'idéologie. Revenir à l'idéologie, même si ailleurs on admet des courants, chez nous ce n'est pas encore le cas, sur le plan des questions d'idées, sur le débat, de fond, le mouvement aujourd'hui social-démocrate a une longue tradition de discussion, il y a eu des dissensions, il y a eu des départs, des Marx avec son international à l'époque, pour laisser le mouvement du syndicalisme qui s'est traduit en politique comme social-démocratie, puis ils sont allés faire un autre socialisme qui n'était pas démocratique, puis ils ont fait du communisme, ainsi de suite. La marche politique est une concaténation de phénomènes qui parfois s'harmonisent, qui parfois entrent en contradiction, et le PPRD ne pourrait pas échapper à cette dynamique de la vie politique. Mais en tout cas, si il a existé un temps soit peu, un début de fractionnement, mon arrivée devrait sonner le tocsin pour un rassemblement. Je suis assez modéré pour amener tout le monde à la maison. Je suis allé chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus largement possible dans le passé, dans la géographie. Vous êtes allé chercher les tontons entre je ne sais pas si j'en suis moi-même un, mais il est vrai que les militants, les combattants du kabylisme, de Mzé, Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila. Oui, tout à fait, c'est des camarades de lutte. On a mené énormément de luttes. Notre avènement sur la scène politique congolaise a amené une transformation radicale de mentalité et des pratiques politiques au point qu'aujourd'hui, nul ne peut accéder au pouvoir sans qu'il n'ait été désigné par le peuple. Ça, c'est quand même l'arrivée de ces hommes-là. Et d'autres ont été des blessés de guerre, où ils se sont sentis laissés au bord du chemin pour l'une ou l'autre raison. Je n'ai pas toujours été là, et donc j'ai été questionner tout le monde pour savoir à quel niveau, camarades, il y a eu une bifurcation par rapport aux engagements premiers. Si ça relève du structurel, on discute, du conjoncturel, on essaie de faire évoluer les choses, et mon besoin est de ramener un peu cette famille à ses premiers engagements pour que nous montrions une certaine lisibilité de la scène politique congolaise. On ne peut pas comprendre que des camarades, sans dissension idéologique majeure, traversent
la rue avec armes et bagages et qu'ils se rendent à l'ennemi, ce qui pour nous est considéré comme la pire des infamies. Et on essaye de ramener tout le monde à la maison, mais de quêter encore l'aumône auprès des jeunes, auprès des nouvelles énergies, pour qu'il y ait plus de gens encore, parce que le recrutement ne devrait pas s'arrêter dans un mouvement politique. Nous voulons faire du PPRD un modèle d'un grand parti, même si le scrutin proportionnel a été à la base d'une sissiparité, d'une pulvérisation de la scène politique, au point que nous battons les tristes records du plus grand nombre de partis politiques à travers le monde, ce qui est une honte. La scène politique congolaise ne devrait pas admettre plus de 10 idéologies, donc 10 partis politiques, ou, en exagérant, peut-être 20. Arriver à 500 partis politiques quand même, ce qui corrobore un peu le nombre d'ethnies qu'il y a au Congo. On a l'impression que pour chaque ethnie un parti, ou pour chaque langue un parti, c'est quand même une imposture par rapport à nos militants qui devraient suivre les gens plus par idéologie que par sentiments tribaux. Il y a quand même des dissensions qui ont fait des mal-aimés, hein, comme Francis Kalombo, Moïse Katumbi. Au contraire, comme un des mal-aimés, c'est le cas du parti. Le président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, c'est Francis Kalombo. Le président de l'interfédération du Katanga du PPRD, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Mal-aimé, je ne sais pas comment. Il ne faudra pas qu'à chaque fois que des discussions vont avoir lieu dans un parti politique, dans une famille politique, qu'on assimile cela à la détestation, à la mise à l'écart, à la mise au rencard, à la mise au pilori. Je ne pense pas. Il arrive effectivement que pour l'une ou l'autre position prise, l'un ou l'autre argument ne tienne pas la route, qu'une partie de nos militants soit perturbée par des positions prises ici ou là. Mais sur l'essentiel, nous restons dans le même bateau, sur le même promontoire, nous essayons d'avancer le plus possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il serait impossible, impensable qu'un jour, l'une ou l'autre personnalité politique trace son chemin selon ses propres convictions. L'essentiel pour nous, c'est que l'intérêt du peuple soit le premier privilège, le leitmotiv pour lequel nous sommes engagés en politique. Même le pouvoir lui-même n'est pas un objectif en soi. L'objectif ultime, c'est quand même le bonheur des Congolais. Le parti politique, le pouvoir ne sont que de moyens pour réaliser le bonheur des Congolais, la grandeur de notre cher pays. Quels sont les rapports, vos rapports avec les combattants en Belgique, vous, notre ex-ambassadeur là-bas? J'ai jamais eu vraiment de grands problèmes, moi personnellement. Bon, il y a même des gens qui m'accusaient d'être de mèche avec eux. Parce que j'ai une autre conception de la politique, de la conception de la chose publique. J'ai tellement une grande idée de notre pays. Je peux pas comprendre que les gens passent leur journée à vilipender, à brocarder, à détruire, fracasser l'image de mon pays. Ça, pour ça, je suis intraitable. Mais sur des questions, des positions d'incompréhension ou d'éclairage, j'ai essayé d'être le plus ouvert possible pour me mettre à la disposition de tous les Congolais, pour le ramener à la maison, en créant d'ailleurs le centre culturel congolais qu'on appelait Carrefour Congo Culture, en créant une revue Yambi pour ramener, embrasser tout le monde, pour que les gens reviennent, en allant jouer au football avec eux, en allant faire un certain nombre d'activités, d'enjeux de la société diasporique congolaise sur Bruxelles, sur la Hollande, sur l'ensemble de l'Union européenne, comme on essayait un peu de ramener. Et je crois que 6 ans après, j'ai développé des relations plus ou moins normales, alors que la furie grondait dans toutes les rues d'Europe ou d'ailleurs. Je suis resté quand même droit dans mes bottes en essayant de ramener le plus possible. Et aujourd'hui, je peux être fier de dire, il y a énormément de gens qui sont rentrés par mon canal, mais il y en a qui ont suggérer le secret sur leur retour au pays, sur leur retour dans les rangs, sur leur retour au bon sentiment, tant mieux. Mais l'incompréhension, l'incommunication entre nous a créé des positions parfois qui n'avaient rien à voir avec... mais c'est un phénomène sociologique à expliquer sur base de plusieurs critères. Malheureusement, ça ne tient pas seulement à des positions politiques parfois, ça tient à des attitudes de carnaval, de vouloir être dans le bon tempo, pour ne pas être dépassé par les événements en Europe, pour d'autres raisons liées à la société européenne qui n'intègre plus tellement les Congolais. Il y en a qui sont plus ou moins perdus, qui ne savent pas, est-ce qu'il faut aller au pays, est-ce qu'il faut chercher encore de papier là-bas, qu'est-ce qu'on devient, alors qu'à l'époque, on allait en Europe en pensant qu'on allait au paradis.
Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un enfer, et des gens développent des attitudes d'adaptation qui se retournent parfois contre la politique, même sans raison. Il y a des gens qui connaissent rien de la politique congolaise, mais les moyens modernes de communication, comme les nouvelles technologies de l'information, ont fait que ceux qui n'ont peut-être rien à faire s'attellent à ne répéter que des phrases entendues, vues sur Internet, et ça a créé une sorte de statut de gens qui se disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis combattant. Voilà, un statut pour justifier son genre de métier, état, oui, d'être là, sans raison. Mais lorsqu'il s'est agi de discuter, moi j'en ai invité énormément, mais qui ne venaient pas, parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils allaient se compromettre, mais ceux qui sont venus ont compris qu'on pouvait discuter de tout, qu'il n'y avait pas de questions taboues, et qu'il suffisait parfois d'informer, et que ça marchait. Mais il y en a d'autres qui sont des radicaux, et puis bon... il y a à boire à manger là-dedans, il y a des étrangers qui ne s'intègrent pas dans leur société nouvelle, qui se veulent encore congolais, et donc qui crachent sur l'image du pays. Et j'ai essayé d'utiliser une certaine pédagogie pour leur dire, vous savez, l'image de ce pays a beaucoup souffert déjà dans le passé. Vous pensez faire plaisir aux Occidentaux qui sont là, mais pour la plupart qui ont été à la base de la mauvaise image du pays, et vous les confortez dans leur position mortifère par rapport à ce Congo-là. Le Congo ne mérite pas tout ce que vous dites, mérite un grand peuple, c'est quand même un grand pays. Et moi je suis fier parfois quand je suis rentré ici voir des jeunes gens aguerris, décidés. Je suis très fier de voir le nombre de compatriotes qui sont rentrés et qui me disent le jour que je t'ai écouté, tel jour, telle manifestation, j'ai pris ma décision, je suis rentré au pays, j'ai tel restaurant, je fais ceci, je fais cela. Fantastique. On a besoin de toutes ces intelligences, il faut les convoquer vers ce pays pour qu'ensemble nous fassions de ce Congo un pays digne de ce que pensaient Lumumba ou Kimbangu ou tous les nationalistes décédés aujourd'hui. Dernière question, on dit que vous avez été rappelé de Bruxelles pour être un candidat pépère de la présidence. Si c'est le cas, êtes-vous prêt à assumer? Non, ça c'est du n'importe quoi. Nous sommes à un tournant très important. J'ai fait ce qu'il fallait faire à Bruxelles. Je ne sais pas si c'est là à la satisfaction de mon commanditaire, du décideur final, qui est le chef de l'État, qui m'a fait confiance. J'ai essayé d'être à la hauteur, je ne sais pas, son jugement. Mais ce que je constate, c'est que juste après, d'ailleurs, je suis dans la procédure du départ définitif de Bruxelles. Je n'ai pas encore fait mes adieux au roi de Belgique, au roi de Pays-Bas, au grand-duc de Luxembourg, aux autorités de l'Union européenne. Je n'ai pas encore fait ça. Et tout de suite, j'ai eu la confiance du chef de l'État qui m'a proposé aux compatriotes au dernier congrès. J'ai été adoubé par l'ensemble du congrès, et donc pour me charger d'une tâche très délicate, très difficile, nous avons un chef d'État élu pour 5 ans pour la deuxième fois, ce qui est très rare dans notre pays, qui n'a jamais existé qu'un chef d'État soit élu au suffrage universel par 2 fois, après avoir d'abord offert son pouvoir pour le besoin de la paix à travers la formule 1+4. Je crois qu'il y a encore de travail à faire avec Joseph Kabila, qui est encore sous son mandat, et donc les rumeurs, les racontards de gens qui essaient de supputer qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle autre nomination. Je suis très humble, je n'ai pas d'ambition démesurée, vous le constaterez d'ailleurs, et vous le savez bien. Donc, je suis au service de mon parti, au service de mon peuple, au service du chef de l'État. Je n'ai pas d'autre agenda et je n'ai que ce travail-là à faire parce que le chef de l'État m'a fait confiance. Je n'ai pas été élu à la tête du PPRD pour qu'on dise, voilà, fort de cet adoubement populaire, je serai grisé par les succès. Je laisse ça aux gens qui se rêvent chef d'État chaque matin, qui se rêvent aux commandes du pays chaque matin. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec 2 chefs d'État. Je sais le poids de ce travail-là. C'est un travail pour lequel il ne faut pas s'aventurer comme ça avec légèreté. Ce pays qui se reconstruit si difficilement, qui retrouve le chemin de la paix, de la croissance, du développement, ne peut pas se permettre des coupures de sa conscience historique, de son évolution historique, comme ça parce que des gens auraient des ambitions. En tout cas, je reste très serein, très lucide sur les capacités des uns des autres, mais aussi les demandes de l'environnement tant interne que régional, même international,
Il ne faut pas s'amuser comme ça, chacun voulant faire plaisir à son entourage, se déclarer, moi je veux. C'est pourquoi on a parfois 50 candidats, 100 candidats. Il ne faut pas s'amuser, le Congo mérite plus que ça. Oui, dans le moi je veux, il y a également Trifon Keke sur le 3e mandat. Il a parlé sur les médias européens. Il veut que Kabila rempile en 2016. C'est sa liberté. Réaction. Voilà une démocratie des gens. Vous trouvez encore des royalistes en France, des gens qui veulent que la France redevienne un royaume. Vous trouvez des anti-royalistes en Belgique, des gens qui veulent que la Belgique soit une république. C'est tout à fait normal. Le professeur Kinké Mulumba a exprimé à travers Kabila Désir son ambition de voir Kabila continuer à se sacrifier pour ce pays. Vous savez, quand on a 29 ans et qu'on a passé toutes ces nuits quasi blanches à voir ce pays aller dans la bonne direction, c'est qu'on a beaucoup sacrifié. Et ceux qui croient qu'être président, c'est un job comme un autre, ils se trompent. C'est un sacrifice de tous les instants. Vous n'avez presque pas vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez pas de vie à vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens racontent aux chefs d'État, à ceux qui leur disent au téléphone. Vous réglez même des problèmes des gens, les problèmes les plus bas, les plus hauts. Entre-temps, il faut voir ce pays si grand, convoité de partout, comment tenir la rampe et continuer dans la bonne direction. Et je crois que il a une certaine expérience politique, le professeur Kinké Mulumba, et quand il le dit, c'est pas léger, c'est sur base d'un certain nombre d'arguments, et je crois que c'est pas de la folie, ça ne sort pas complètement de la route. Cette direction évolue, et si, vous savez, en démocratie, le peuple est souverain. Le peuple peut même se décider d'une folie. Le peuple peut décider de tout ce qu'il veut. Si le peuple congolais estime que son salut est l'ultime objectif de sa survie, de son existence sur cette terre, et qu'il décidait de changer les règles du jeu, il appartiendra au peuple congolais d'en décider ainsi. Et le professeur Kinké Mulumba, parce qu'il a la possibilité d'accéder à un certain nombre de tribus, il est en train d'exprimer ce que une portion importante de notre population exprime. Et au PPRD, vous dites quoi? Le PPRD est occupé d'abord à finir le mandat du chef de l'État actuellement, parce que quoi qu'il arrive, il nous sera posé la question de notre bilan. Qu'avons-nous fait? Or, si on a lambiné sur les questions essentielles qui feront partie de notre bilan, ça risque de nous déforcer le moment venu. Pour le moment, le président de la République a le pied à l'étrier. Pour le moment, il s'acharne à mener ce bateau jusqu'au bout, à respecter ce peuple qui lui a donné ce mandat de 5 ans. Mais si entre-temps, les enjeux politiques sont tels que la survie de la nation devrait passer par tous ces chambardements, ces changements qui soient positifs, dans un consensus national avec la classe politique congolaise, avec le peuple congolais, quel mal y a-t-il de rester formaliste, même là où la vie a évolué autrement, ainsi de suite. Moi, je crois qu'il faut laisser s'exprimer toutes les tendances, toutes les sensibilités, quitte à ce que celle qui aura la majorité de l'adhésion populaire s'impose. De toute façon, cette constitution, c'est le peuple qui se l'est donné lui-même à travers son vote référendaire. Il en fera ce qu'il voudra. Il n'y a pas de surmoi par rapport au peuple, il n'y a pas d'autorité supérieure au peuple. La volonté populaire s'impose à quiconque, s'impose au texte, s'impose même à la rationalité scientifique. Quand le peuple veut aller dans une direction, personne n'empêche cette vague de pouvoir s'imposer. Ce sera le package du PPRD au dialogue, j'imagine. On termine par là. Henri Mouva-Sakani, merci d'avoir été mon invité. Nous étions les premiers à être avec lui sur un plateau télévision. Secrétaire général du PPRD depuis environ 100 jours. Diplomate, docteur en relations internationales, dramaturge, metteur en scène, poète. C'était un bonheur, un plaisir, un honneur d'être avec lui dans Débriefing. On se retrouve demain 8h30 pour la rediffusion et la semaine prochaine pour un nouveau Débriefing. Au revoir.